On entend une chose approcher. Une chose qui a soif de sang. Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Elle t'avale dans le noir. Cette chose est toute proche. Qu'est-ce que c'est? T'imagines si c'est le Démogorgon? Ah non, pitié pas ça, on est foutus si c'est lui. C'est pas le Démogorgon. Et là, une armée de troglodytes fonce dans la chambre. Les troglodytes, je te l'avais dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Il y a un bruit. Boum. 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 C'est clair que c'est pas les troglodytes. Le bruit vient d'ailleurs. C'est le Démogorgon. On est trop dans la merde. Jette un sort, Will. Je sais pas quoi faire. Balance-lui une boule de Il feu. faut que je fasse au minimum 13. Non, c'est trop risqué. Jette plutôt un sort de protection. Fais pas ta mauviette, balance-lui une boule de feu. Jette un sort de protection. Le Démogorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains. Il marche droit sur vous. Boum. Envoie une boule de Il feu. approche. Boum. Jette un sort de Il protection. gronde de colère. Protection, je te dis. Protection. Et ensuite, Envoie une boule de feu. Les gamins qu'on voit dans l'épisode 1 de Stranger Things qui jouent un petit peu dans leur garage chez les parents, concrètement ça aurait pu être moi et mes copains dans les mêmes années, dans les années 80, étant donné qu'on faisait à peu près la même chose chez nos parents respectifs. On jouait un petit peu où on pouvait avec un jeu de rôle qui s'appelle L'œil noir, mais je vais y revenir après. Alors, l'origine du jeu de rôle, on peut l'attribuer à Gary Gygax dans les années 70, donc lui, c'est un wargamer, il joue des wargames, ces jeux de guerre avec des petits pions en carton, et avec ses copains, il va créer un wargames dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est la première étape, on va dire, vers le jeu de rôle. Je pense pas qu'ils pensaient qu'ils allaient, eux, créer le jeu de rôle, et donc, ça c'est la première étape, et donc il y a Chainmail qui sort, je crois, en 1971. Donc lui, Gary Gygax, il a l'idée de ramener une unité à un seul homme, c'est-à-dire un pion, un homme. Donc c'est ce qu'on verra après dans les jeux de rôle, puisque chaque joueur va incarner un seul personnage. Et donc il va créer un wargame avec Chainmail dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et petit à petit ça va se transformer, donc il va créer des règles de combat à 1 contre 1. Petit à petit en fait on voit le prototype du premier Donjons et Dragons se dessiner. Et finalement, bon, j'imagine dans les faits ça a dû s'affiner au fur et à mesure. Et le premier jeu de rôle, il sort en 1974 aux États-Unis, donc le fameux Donjons et Dragons, Dungeons and Dragons. Et en fait, c'est peut-être un loisir qui est plus connu aux États-Unis qu'ici en France. Et donc, en France, comment des joueurs arrivent à connaître le jeu de rôle? Si je prends mon cas personnel, moi j'étais adolescent dans les années 80. Et donc il y a un phénomène qui touche tous les ados, enfin ceux qui s'y intéressent on va dire, des années 80, c'est une collection de chez Gallimard qui s'appelle Le Livre dont vous êtes le héros. Donc moi je tombe là-dessus, paf, celui-là, exactement celui-là, le Labyrinthe de la mort. Donc qu'est-ce que c'est que cette collection? Ça c'est pas des jeux de rôle, ce sont des livres dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que on va avoir un livre qui est découpé en paragraphes, et à la fin de chaque paragraphe, on va avoir, comme par exemple ici, à la fin de chaque paragraphe, on a un choix. Donc selon le choix qu'on va faire, on va aller au paragraphe correspondant. Donc c'est vraiment un livre interactif. C'est pas un jeu de rôle, mais en fait il y a déjà des mécaniques de jeu de rôle, dans le sens où on joue un personnage qui est représenté par une feuille de personnage, qui va avoir des aptitudes qu'on va tester pour réussir ou non des épreuves. Donc on a quand même un petit peu les bases, et le livre, lui, il va remplacer un peu le meneur de jeu dans une partie de jeu de rôle. Dans une partie de jeu de rôle, le meneur de jeu, lui, il expose les situations, et les joueurs qui sont autour de la table, ils vont réagir aux situations qu'il a exposées en disant, bah voilà, mon personnage, il fait ceci, il fait cela. Un petit peu comme on voit dans l'épisode 1 de Stranger Things. Alors, ça c'est bien le livre dont vous êtes le héros, mais on n'est toujours pas dans du jeu de rôle. Alors, comment j'ai rencontré le jeu de rôle en fin de compte à cause de ces livres-là? Donc moi ça m'a... ce livre-là, le Labyrinthe de la mort, en fait, ça a un petit peu bouleversé mon adolescence. Je savais pas que c'était possible d'avoir des histoires interactives. Je rappelle qu'à ce moment-là, dans ces années-là,
L'informatique est à ses premiers balbutiements, on n'a pas de console dans chaque foyer, donc les médias interactifs c'est plutôt quelque chose qui est inexistant en fin de compte. Et donc ça en fait ça développe un certain imaginaire, et en plus c'est interactif. Donc moi je suis déjà, on va dire, j'ai des prérequis pour ça, je suis déjà bon client sans le savoir, et donc je m'intéresse naturellement à ça. Et donc je vais acheter tous les livres dont vous êtes le héros que je vais pouvoir trouver. Donc tout ce qui sort, j'essaye d'avoir tout ce qui sort. Je suis complètement, c'est ma passion, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. D'ailleurs, j'ai encore toute ma collection. J'ai encore la plupart des livres. Mais alors, il y a une collection qui va sortir, qui s'appelle L'Œil Noir. En fait, pour expliquer, L'Œil Noir, en fin de compte, c'est un jeu de rôle. C'est allemand à l'origine, qui s'appelle Die Schwarzauge dans la langue d'origine. Et en fait, ça va être édité par Gallimard sous forme de livre dont vous êtes le héros. Et donc c'est comme ça que je vais tomber là-dessus, parce que comme j'essaye d'avoir tout ce qui sort, je tombe sur l'Auberge du Sanglier Noir. Alors je l'ai ici. Voilà, donc l'Auberge du Sanglier Noir. Et donc, quand je vois ça en librairie, je regarde à l'intérieur. C'est pas découpé en paragraphes comme pouvaient l'être les autres livres-jeux. Et donc, je comprends pas comment ça peut se jouer. Et à l'intérieur, on a des cartes, on a des cartes un petit peu en milieu, un peu cartonné comme ça. Donc je regarde au dos et on voit « Ce livre est destiné à un maître de l'œil noir qui fera jouer 3 à 5 héros. La lecture préalable du livre des règles, contenu dans le coffret initiation au jeu d'aventure, est indispensable pour mener cette aventure à bien. » Tiens, ça coûtait 25 francs à l'époque. Et donc, une aventure de groupe de l'œil noir pour 3 à 5 joueurs de niveau 1 et 2. Et donc avec ça, je me rends compte qu'il faut un coffret supplémentaire. Et qu'en fait, on va pas jouer tout seul à ces livres dont vous êtes le héros là. En fait, ce que j'avais dans les mains, je le savais pas, mais c'était mon premier scénario de jeu de rôle. Donc, alors après, du coup, j'ai économisé, j'ai embêté un petit peu mes parents pour qu'ils m'achètent le coffret de l'œil noir, l'initiation au jeu d'aventure. Et puis alors là-dedans, effectivement, j'ai trouvé un livre des règles, un paravent derrière lequel va se mettre le maître de jeu. En fait, c'était vraiment un jeu d'initiation au jeu de rôle. Et là, je devais avoir 11 ans, 11-12 ans. Et donc, avec les gamins qui étaient dans ma rue, j'ai commencé. Ça a été mes premières victimes. Donc, je les ai embarqués là-dedans. Et donc, c'était pas une mauvaise expérience, puisque en fait, ces mêmes gamins, c'est les gens avec qui je joue encore aujourd'hui. Donc, finalement, c'était plutôt une bonne expérience. Donc, le truc, c'est que, en fait, quand tu parles de jeux de rôle aux gens qui sont pas initiés, qui connaissent pas, etc., c'est très compliqué de leur faire comprendre ce que c'est, en fin de compte. Quand ils jouent, c'est tout simple, en fin de compte, ça va de soi, ça va tout seul. Mais quand tu essayes d'expliquer, curieusement, souvent je m'embrouille, j'arrive pas à expliquer exactement ce que c'est. On n'a pas besoin d'avoir des compétences ou des connaissances hors du commun, particulières, n'importe qui peut arriver à une table de jeu de rôle, il faut juste savoir parler, savoir discuter, puis avoir un petit peu de logique, c'est tout. C'est un jeu de société dont tout se passe dans l'imaginaire. Donc c'est un jeu de société autour d'une table, on a des règles, il y a un meneur de jeu qui invite des amis pour jouer. Lui, il a préparé un scénario et les joueurs vont créer des personnages. Ils vont donc affronter le scénario proposé par le meneur de jeu qui comporte des énigmes, des embûches qu'ils vont devoir déjouer. Donc le mieux, je pense, je me suis dit que je vais faire cette vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est le jeu de rôle, d'où ça vient. Et je me suis dit, je vais faire jouer à mes copains, les gens avec qui je joue, je vais leur faire interpréter leur propre rôle, c'est-à-dire on va essayer de simuler une partie de jeu de rôle pour montrer un petit peu comment ça se passe, parce que plutôt que d'expliquer en long, en large et en travers, c'est pas toujours évident à comprendre avec juste des explications. Je me suis dit que en montrant ce que c'est, comment ça se passe autour d'une table, ça serait beaucoup plus parlant pour tout
tout le monde, pour les gens. Donc on a fait un petit montage où on joue une partie de jeu de rôle et on a mis ça en parallèle avec une séquence d'un film pour montrer en fait ce qui est censé se passer dans la tête des joueurs en même temps qu'on joue. Voilà. Alors donc on est samedi soir, on s'est donné rendez-vous chez un des copains et on va jouer une partie de jeu de rôle. Donc ça se passe autour d'une table, comme un jeu de société classique. Il y a pas, vu de l'extérieur, on voit pas la différence. Mais avant de jouer notre vraie partie de jeu de rôle, on a donc mis en place ce montage pour tenter d'expliquer de quoi il s'agit en réalité. Donc chaque joueur va jouer un petit peu son propre rôle, c'est-à-dire celui d'un joueur de partie de jeu de rôle. Et donc on a attribué un personnage à chacun des joueurs. Et on va donc essayer de montrer comment ça se passe. Au terme d'un long et épuisant voyage à travers un désert rocailleux, votre compagnie aperçoit enfin le temple antique, qui semble avoir été sculpté à même la roche. Une étroite ouverture semble permettre de pouvoir pénétrer dans ses entrailles. Nous avançons prudemment vers le temple ancien. Une volée de marches monte vers l'encadrement de l'ouverture, qui est malheureusement fermée par une cloison de pierre. J'examine la cloison pour retrouver un mécanisme. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Tu ne trouves malheureusement rien. J'essaie d'ouvrir la porte par la force, alors, en poussant la cloison. Fais donc un test de force. Cette antique porte s'ouvre sur un escalier de pierre qui s'enfonce dans l'obscurité. Nous descendons prudemment les escaliers et nous dégainons nos armes. Vous débouchez dans un antique couloir de pierre au mur nu. La faible lumière du dehors ne parvient pas à dissiper les ténèbres environnantes. Vous distinguez néanmoins des flambeaux éteints qui servaient sans doute autrefois à éclairer les lieux. Je ramasse un flambeau au sol et je le tends vers le sorcier. Oui, en effet, je connais un sortilège qui permet de créer une petite flamme. Donc je lance donc un sort de flamme sur le flambeau éteint pour espérer la réaliser. Le sorcier trace des gestes compliqués dans l'air et frappe dans les mains. La torche s'enflamme, éclairant alors un tunnel lugubre et silencieux. J'avance prudemment en tenant mon épée d'une main et la torche de l'autre. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Je pense que je vais rester derrière. L'un de nous devrait peut-être rester derrière, faire le guet, non? Vous descendez un autre escalier et débouchez dans une nouvelle salle enténébrée. La seule issue semble être une massive porte de pierre d'environ 2 mètres de large, sur laquelle ont été sculptés des crânes humains, ainsi que de nombreux symboles inconnus. Je ne vois toujours pas de mécanisme d'ouverture? Fais donc un test de perception. Non, tu ne vois rien de tel. Par ailleurs, la porte semble trop lourde et massive pour être soulevée par la force d'un seul homme, aussi puissant soit-il. Romain, essayons de la soulever ensemble. Donc j'empoigne à côté de la porte et j'essaie de le soulever avec le barbare. Très bien, faites tous les deux un test de force. Bandant vos muscles dans un effort surhumain, vous parvenez à lever l'antique et lourde porte de pierre sculptée qui commence alors à s'élever, coulissant lentement vers le haut dans un bruit de raclement. En raison du poids énorme de celle-ci, vous gémissez sous l'effort et sentez bien que vous ne tiendrez pas très longtemps. Je me baisse et je jette un œil sous la porte. Qu'est-ce que je vois? Pas grand-chose. Il semble y avoir une autre salle derrière, cette fois-ci bien éclairée. Dans le mur du fond, tu aperçois une sorte de grande sculpture de pierre. Il ne semble pas y avoir âme qui vive. Attendez, je vais vous aider. Fais donc un test de force. Ton aide ne semble pas servir à grand-chose. Si tu veux te rendre utile, David, passe sous la porte et regarde s'il y a un levier d'ouverture. Ok, ça marche. Je me glisse sous la porte pour trouver un mécanisme. Tu entres dans la pièce et effectivement, tu aperçois un levier de l'autre côté. Vous sentez que vous allez bientôt flancher. Ok, tant pis pour la prudence. Je pousse le levier, par contre je me dépêche de repasser sous la porte. Je passe sous la porte et je fais signe aux autres de me suivre. Qu'est-ce que je vois? Tu passes sous l'ouverture et jettes un regard circulaire. En face,
Une gigantesque sculpture de pierre semble représenter la tête d'un horrible dieu ou démon à la mâchoire proéminente. De part et d'autre de la salle, sous un palier soutenu par des colonnes, des braseros allumés sont disposés devant de grandes tablettes de pierre couvertes de symboles d'une ancienne écriture. Au centre de la salle, tu aperçois un petit réceptacle de pierre de forme pyramidale. Que faites-vous? Je m'approche des tablettes couvertes de symboles. Est-ce que je parviens à lire cette écriture? Il doit y avoir des trésors dans cette pièce. Je cherche ce qui pourrait avoir de valeur dans la pièce. Bah moi je laisse les trésors aux voleurs et les inscriptions aux sorciers, mais je reste sur mes gardes. Pour le sorcier, tu testes ton intelligence pour savoir ce que tu arrives à lire. Et le voleur, tu fais un test de fouille, s'il te plaît. Pendant que le sorcier décrypte les mystérieux symboles, la jeune princesse qui vous accompagne s'avance vers le petit réceptacle pyramidal, brandissant un joyau resplendissant. Toi, le voleur, en levant la tête, tu remarques à portée de main des pierres précieuses incrustées dans la roche du plafond que tu peux extraire avec ta dague. Le sorcier, tu parviens à décrypter les mystérieuses phrases suivantes. Lorsque la corne sera posée, une fois de plus sur le noble front de du dieu des apparences et des rêves, Dagot l'immense s'éveillera, et tous, alors, connaîtront la peur, la mort pour le monde. Que faites-vous? Alors ça tourne. Je ramasse un flambeau au sol et je le tends au sorcier. Je le refais. Ça me fait penser. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Je pense que je vais rester derrière. L'anneau de... Je vais être en armure. Alors ça tourne. Romain, ils sont de la soulever ensemble. Essaye de la refaire en parlant moins vite en fait. Très bien. Faites tous les deux un test de force. Bandant vos muscles dans un effort surhumain, vous parvenez à lever l'antique et lourde porte de pierre sculptée. Si on peut éviter de parler. Ah, pardon, excuse-moi, c'est ça. J'en oublie. Donc, Non, on y était Donc on la refait. Donc tu... J'appelle quoi? J'appelle David. Hop, fais comme tu veux. Ça tourne, tu fais ton clap, tu vas quand tu veux. Non, plus maintenant, je suis en train de parler. Ah, ouais, super. Quand tu veux. Si tu veux te rendre utile, David, passe sous la porte et regarde s'il y a un levier de... Je sais pas. Bah moi je laisse le... Pas grave, c'est pas grave. Tu entres dans la pièce et effectivement tu aperçois... Tu entres dans la pièce et effectivement... Parfait. Où j'en suis? Ah voilà. Je sais plus où j'en suis. Ah si, ça y est. Dans la pièce. Tu entres dans la pièce et effectivement tu aperçois, mais je vais arrêter de m'apercevoir. Tu entres dans la pièce et effectivement tu as... Ah le loup. Tu peux pas mourir en silence là, franchement. Ah, c'est moi qui fais chier. je pensais nous Ah, silence s'il vous plaît. Merde, j'arrive même pas à faire. Tu entres dans la pièce et effectivement tu aperçois, putain,